Bonjour Vincent. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Vincent, les dirigeants américains de 11 pays du Pacifique se retrouvent aujourd'hui à Atlanta pour négocier un accord créant la plus grande zone mondiale de libre-échange. L'objectif, c'est de donner un nouvel élan à la mondialisation. Alors, qu'est-ce que cet accord pourrait changer, dites-moi ? Vous savez, c'est une histoire intéressante parce qu'elle raconte quelque chose, pour le coup, d'un moment particulier de la mondialisation. En fait, les États-Unis ont lancé deux grandes négociations, deux énormes négociations. La première, c'est celle dont vous parlez, c'est le Pacifique. Le Pacifique, pour les Américains, c'est stratégique. En face, il y a la Chine. Il faut contrer l'influence de la Chine. Et donc, ils discutent avec 12 pays. Alors, il y a des grands pays. Il y a le Japon, il y a l'Australie, le Canada, le Mexique, la Nouvelle-Zélande. Et bien évidemment, l'idée, c'est de créer la plus grande zone mondiale de libre-échange. Et puis, la deuxième négociation que les Américains ont lancée, vous la connaissez aussi. On en parle beaucoup chez nous. C'est la négociation transatlantique, cette fois, avec les 28 États de l'Union européenne. Et là aussi, il s'agit de créer une très grande zone de libre-échange. Et voilà. Et donc, en gros, les Américains souhaitent relancer la mondialisation avec deux gros réacteurs que seraient ces deux espaces libérés pour le commerce mondial. Sauf que dans les deux cas et dans les deux négociations, les États-Unis se heurtent à de grosses difficultés. Oui, en fait, dans le Pacifique, les pays se déchirent sur les dossiers sensibles, l'automobile, la pharmacie, les produits laitiers. En fait, chacun tente classiquement de défendre ses intérêts. Et puis dans l'autre négociation transatlantique, là aussi ça coince. Comme quoi, c'est pas plus facile de faire des négociations régionales que de faire des grandes messes mondiales. Même on a entendu un ministre français, par exemple, dire que la France envisageait l'arrêt pur et simple des négociations avec les Américains. En fait, les Américains refusent, par exemple, aux Européens l'accès à leur marché public et à leur marché agricole et alimentaire. Donc, ce que vous êtes en train de nous expliquer, est-ce que ça veut dire que le commerce mondial a atteint une limite, en fait ? En fait, c'est la grande question, Fabienne. On voit que en ce moment, le commerce mondial a ralenti. En fait, pendant 4 décennies, le commerce mondial a été une machine extrêmement puissante. Il y a eu la montée en puissance de la Chine, la montée en puissance des émergents, la chute du mur de Berlin. Ça a libéralisé les échanges, ça a provoqué une hyper-mondialisation en quelque sorte. Et puis, il y a eu la crise financière qui a constitué un coup d'arrêt en 2007-2008. Et aujourd'hui, en fait, le commerce mondial n'a jamais retrouvé son niveau de croissance d'avant la crise. Et on sent bien que ça n'est plus des facteurs conjoncturels comme la crise, mais qu'il y a maintenant des facteurs structurels. En gros, il y a des signes d'une fin de cycle, d'un grand rééquilibrage, d'un retour de balancier où les coûts commencent à s'équilibrer et où chacun cultive davantage ses propres forces. Vincent Giret du journal Le Monde dans le Décryptage Éco et tous les jours dans le 6-9. Merci.